Dans ma famille, il n'y avait pas de livres, mais il y avait quand même la conscience d'abord de l'importance des livres et accessoirement, on avait aussi la conscience de ne pas en avoir chez nous et de pousser les enfants à aller les chercher là où ils étaient, en l'occurrence dans les bibliothèques. Vous écoutez Par Effraction, le podcast qui fait entendre les murmures de milliers de livres peuplant l'une des plus grandes bibliothèques d'Europe, la Bibliothèque publique d'information. La BPI est désormais installée dans le bâtiment Lumière, au 40 avenue des Terroirs de France, dans le 12e arrondissement de Paris, le temps des travaux qui se dérouleront pendant 5 ans au Centre Pompidou. Ce podcast est proposé par Balise, le magazine de la BPI. Aujourd'hui, je rencontre Anthony Passeron, qui sera l'un des invités du festival Effraction en 2026. Dans son deuxième roman, Jackie, paru chez Grasset, Anthony Passeron met en scène un petit narrateur qui raconte la disparition progressive de son père, vécue à hauteur d'enfant. Un récit intime qui l'entrelace avec la grande histoire des jeux vidéo. Du crash de la console Atari 2600+, à l'ascension de Nintendo et Sega dans les années 80 et 90, Anthony Passeron dissémine les pixels comme autant de balises qui jalonnent le chemin de sa mémoire familiale. Quand on appartient à la génération des jeux vidéo, c'est mon cas, on comprend très bien comment le code d'un écran peut devenir le langage crypté d'une famille qui ne s'écoute pas et l'horizon brouillé d'un adolescent en manque d'amour. Par Effraction. Je retrouve Anthony Passeron à la sortie du métro Cours-Saint-Émilion pour l'escorter jusqu'à la BPI, ce monument rempli de mots, de pixels et d'écrans. Bonjour Anthony Passeron. Bonjour Lorraine, ça va ? Ça va et vous ? Très bien, comme un provincial à Paris. Je vais vous emmener à la BPI, dans son nouveau bâtiment Lumière. Par là. Ok. La bibliothèque, pour vous, qu'est-ce que ça évoque ? C'est des souvenirs plutôt agréables ou plutôt désagréables ? Oui, la bibliothèque, pour moi, c'est d'abord un refuge à l'école, en fait. Pas tant que j'aime pas la cour de récréation, mais que rapidement, la cour de récréation me fatigue, elle est trop bruyante, trop grande, etc. Et que la bibliothèque, c'est un endroit où sensoriellement, ça va, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bruit. Accessoirement, il y a des livres, mais il y a surtout des jeux, je m'en rappelle, à l'école primaire. Donc, pour moi, c'est toujours un refuge, en fait. Dans Jackie, votre deuxième roman dont on parle aujourd'hui, votre narrateur passe son temps devant les jeux vidéo et sa mère s'inquiète qu'il n'aille même pas à la médiathèque. Est-ce que vous y alliez, vous, en traînant des pieds, un petit peu comme votre narrateur ? Oui, je me souviens que la seule fois où j'ai consenti à aller à la médiathèque, c'était pour aller chercher des jeux et accessoirement des jeux vidéo parce qu'on a vu apparaître des premières consoles portables qu'on pouvait emprunter à la médiathèque. Je me rappelle très bien qu'elle n'était jamais disponible et que la bibliothécaire me disait mais il y a aussi des bandes dessinées, il y a aussi plein de choses, tu vas découvrir plein de trucs. Donc dans ma famille, il n'y avait pas de livres, mais il y avait quand même la conscience d'abord de l'importance des livres et accessoirement on avait aussi la conscience de ne pas en avoir chez nous et de pousser les enfants à aller les chercher là où ils étaient, en l'occurrence dans les bibliothèques. Et plus tard, en grandissant, en devenant étudiant, en devenant écrivain, est-ce que votre rapport aux bibliothèques a changé ? Pas tant que ça, parce que quand je suis devenu étudiant, comme beaucoup d'étudiants qui étaient logés par le Crous, j'étais dans une cité universitaire très proche du campus et de la bibliothèque, mais j'étais surtout dans une cité universitaire délabrée. Donc c'était beaucoup plus confortable de passer son temps à la bibliothèque que dans sa chambre d'étudiant. Et accessoirement, j'ai pas un très bon rapport à la solitude, c'est pas très bon pour moi. Aujourd'hui que j'écris, que j'en ai fait mon métier, je reste incapable d'écrire chez moi, même si je vis dans des conditions matérielles beaucoup plus favorables. J'ai besoin de travailler au milieu des gens qui travaillent, donc dans les périodes où j'écris dans les bibliothèques, soit universitaires, soit municipales. J'emprunte pratiquement pas de livres, mais il peut arriver que par hasard, pendant que je fais une pause et que je sillonne les rayons, je trouve des choses qui m'intéressent. Alors écouter les conversations d'à côté, c'est sûr, ça fait partie de la vie sociale de la bibliothèque. J'adore ces espèces de rituels, le bruit des chariots, des employés qui rangent les livres, le bip de la machine qui enregistre les livres, etc. Tout ça, c'est un bruit qui est assez rassurant pour moi. Par contre, non, je lis pas mal de livres dans les périodes de préparation, mais une fois que j'écris, je range tous les livres parce que ça m'impressionne trop et je reste seul avec mon texte. Donc là, ça y est, c'est nouveau là. Ça, c'est nos impôts, madame. Si c'est pour ça, je veux bien les payer. Bonne remarque. D'accord, ouais. Incroyable. Alors moi, non, mais là, c'est beaucoup trop beau là. Heureusement que je viens pas écrire mes livres à Paris.
Ah ouais, ça vous Ah impressionnerait, ouais, ça non, vous mais moi, empêcherait Paris, ça me d'écrire? fatigue. Ça m'épuise, en fait. Paris, tout est trop grand pour moi. Je passe mon temps le nez en l'air. Moi qui ai grandi dans un petit village qui a la taille de 4 ou 5 kilos parisiens, j'ai l'impression que tout est trop grand et ça m'écrase tout le temps. Mais alors là, c'est vraiment, pour le coup, là, on est vraiment écrasé par de la beauté. Parce que c'est vraiment magnifique. Tout est vitré, on voit des ascenseurs un peu futuristes. Il y a un mélange de minéral, de végétal, de bois. Donc c'est très très beau. C'est de l'ordre du monumental, ouais. Donc votre roman Jackie, qui est votre deuxième roman, Anthony Passeron, commence par cette phrase étonnante « Mon père a disparu en l'espace de 3 consoles de jeux ». C'est quand je réfléchissais à trouver la forme de ce roman sur la relation père-fils. Moi, je suis un gros angoissé de la forme, en fait. J'en parle souvent avec d'autres auteurs. Il y en a qui sont angoissés de la langue. Est-ce qu'elle est suffisamment bonne? Est-ce pour prétendre intégrer un livre, etc. Moi, c'est plus... je cherche une justification par la forme. Je savais que j'allais pas être le premier auteur à écrire sur la relation père-fils, loin de là. Donc je cherchais une forme un peu plus originale qui allait m'autoriser, en fait. Si vous dites ça, c'est parce que cette phrase, elle contient en elle-même la trouvaille géniale de votre livre, qui est de raconter l'histoire de votre narrateur, sa relation à son père et la disparition progressive de son père par la grande histoire des consoles de jeux. Oui, absolument. Quand j'ai voulu réfléchir à ce livre sur le père, il a fallu que je m'interroge sur l'héritage de ce père et ce qu'il a laissé derrière lui, c'est juste des consoles de jeux vidéo. Ce qui est à la fois peu, mais qui est loin d'être rien aussi. Et en même temps, tout ça allait me permettre de raconter une jeunesse de la classe moyenne, de la France périphérique, que je tenais à ne pas laisser à la porte d'une maison d'édition. Je voulais l'assumer telle qu'elle. C'est à la fois une tentative de réhabilitation d'une vie à la campagne et en même temps de réhabilitation d'une culture qui est souvent considérée comme de seconde zone. Et c'est marrant parce que ces dernières semaines, la rentrée littéraire s'est rapprochée. Et je me rappelle d'avoir entendu les journalistes dire « Ah là, cette année, il n'y a que des livres sur le père et la mère, etc. » Et moi qui ne suis pas encore installé en écriture depuis longtemps, je me suis dit au moins le mien, on le reconnaîtra avec ces histoires de jeux vidéo. Donc on revient sur l'histoire de la console Atari 2600+, la Nintendo, la Sega, moi je m'en rappelle très bien, et de ce moment où on soufflait dans la cartouche pour faire marcher le jeu vidéo. Vous l'avez fait ? Ouais, je l'ai fait plein de fois. Il paraît que ça sert à rien d'ailleurs, on en a discuté avec des spécialistes, il paraît que ça ne sert absolument à rien. Scoop. Oui, mais c'était quand même un geste qui a disparu et moi qui suis aujourd'hui enseignant, je me rends bien compte que nos élèves ils sont en train de perdre le rapport à la matérialité. Moi qui m'intéresse à ce qui n'existe plus ou ce qui disparaît, ce village, cette géographie, cette sociabilité, je me suis aussi intéressé à ces objets-là parce qu'ils allaient permettre de faire du commun avec tous les gens de ma génération. Donc pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, c'est donc vous intriquez une véritable étude sociologique et historique de ces consoles de jeux vidéo et un vrai cri d'amour de ce petit garçon, de votre narrateur, vis-à-vis de son père qui l'abandonne. Moi au début je voulais écrire un réquisitoire sur ce père qui tourne le dos à ses enfants et puis je me suis rendu compte que d'abord ce père il va s'incarner par ses consoles de jeux et que je reste vraiment un amoureux de ces consoles et je me demande si je tiens pas tant à... Bon, là je l'ai pas emmené mais je joue encore aux jeux vidéo il y a une demi-heure dans les transports mais en fait c'est ce qui me reste de mon père en fait et la mémoire des gens elle s'incarne dans des objets. Et bon, je voudrais pas vous prendre pour la psychanalyste que vous n'êtes pas, mais évidemment que finalement l'affect qui me reste de mon père, en fait c'est l'affect que j'ai pour les jeux vidéo. C'est ce qui vous reste du père et c'est aussi peut-être un refuge ou une cachette puisque le petit narrateur et son frère sont éduqués par un père très colérique, très absent et ils apprennent tous les deux à se taire, à ravaler leurs larmes. Est-ce que vous aviez envie de montrer aussi un peu la fabrique des valeurs viriles et le mal qu'elles peuvent faire ? Ça c'est un thème qui n'était pas prévu au scénario si j'ose dire et c'est un thème qui s'est imposé progressivement. Petit à petit, j'ai commencé à construire ce roman en me disant voilà, tu peux rapporter tous les souvenirs, les grandes étapes de ta relation au père à condition qu'il y ait un lien avec les jeux vidéo. Ça me permettait de faire du montage, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort de l'histoire. Et petit à petit, c'est vrai que cette question du virilisme, de l'injonction à la virilité, surtout à la force, etc. est revenue. Et j'ai réalisé en fait que la grande déception de mon père, c'est que j'étais pas assez fort, assez costaud, que j'exprimais pas assez les valeurs viriles qui avaient fait sa fierté à lui. C'est l'histoire d'une sorte de malentendu entre un père qui attend quelque chose de son fils et que ce fils est doué de plein de choses, mais pas de ce que le père a tendance à valoriser. Et finalement, parfois, je vois un peu ma relation au père comme un divorce. Je me dis qu'en fait, il est pas tant parti parce que il avait autre chose à faire, mais je pense qu'il est parti parce qu'il sait. Enfin, mon frère jumeau dit souvent ça. Il dit il savait pas quoi faire de nous. C'est vrai qu'on était deux gars
garçon assez sensible, etc. On a parlé du rapport aux bibliothèques qui est typiquement pas dans ses valeurs à lui. Donc c'est aussi une histoire d'incompréhension. On va passer les portiques, la douane vers ce monde étrange de la bibliothèque. Bonjour. Je pense que si j'avais étudié ici, je serais agrégé à l'heure qu'il est. Il y a quand même j'ai l'impression qu'on est dans un territoire favorable en fait, parce que déjà il y a beaucoup de gens qui travaillent, il y a des tables spacieuses, il y a des livres, il y a des fauteuils. Moi je pourrais disparaître ici, hein. Si un jour je commets un triple meurtre, ils me chercheront partout, mais je serai caché quelque part par là, c'est sûr et certain. C'est un peu le principe de ce podcast qui s'appelle Par effraction. Je suis en plein dans le thème. Pour finir sur Jackie, à la fin du livre, vous découvrez que les jeux vidéo sont entrés dans l'histoire et dans le patrimoine culturel en étant archivés en bibliothèque. Est-ce qu'à travers ce livre, vous cherchez à archiver vos souvenirs et à les rendre aussi réels qu'un jeu vidéo ? Ben oui, l'écriture c'est quand même ça, essayer de lutter contre l'oubli. En l'occurrence, les jeux vidéo n'ont pas besoin de moi pour être reconnus comme une culture en part entière. Actuellement, ils sont archivés, je ne sais plus combien il y a de milliers de références, peut-être plusieurs dizaines de milliers à la BNF, mais il faudra aussi qu'on se souvienne de ce qu'il y avait de l'autre côté de l'écran, les contrôleurs à la main. Et ce qui m'autorise à raconter mon histoire individuelle, c'est la prétention qu'elle a quelque chose de collectif. Et je pense qu'on a tous été nombreux, un contrôleur dans les mains, en entendant nos parents se disputer en fait, et en restant figés sur l'écran, mais en comprenant bien qu'il y a un monde des adultes avec ses difficultés derrière. Et oui, il y avait vraiment cette idée de se souvenir d'une jeunesse qui avait grandi avec ça dans les mains. Alors Anthony Passeron, je vous ai demandé de choisir 3 livres qui ont compté dans votre construction personnelle et dans l'écriture de ce livre. C'était la consigne, alors on y est. On va pouvoir aller chercher ces livres, mais sur le chemin, vous allez me donner des indices pour faire deviner les livres aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Alors le premier, j'ai réfléchi à 3 mots. Je pensais à théâtre, à bleu, et là je pense qu'il y en a qui l'ont déjà quasiment. Et le dernier mot, je pensais à Besançon. On va aller dans le rayon littérature pour aller chercher ce livre. Le deuxième livre. Alors, indice américain, monument, je dirais, plus contemporain. Donc il est en littérature étrangère. Et le troisième indice pour le troisième livre. Moi, je dirais Queen, parce qu'en fait, je l'appelle la Queen. Je dirais queer aussi. Et enfin, je dirais redneck. En littérature étrangère aussi. On y est. Et on va aller au studio d'enregistrement, un lieu très secret de la BPI, où vous allez nous parler de ces 3 livres. Ok, je vous suis. Alors Anthony Passeron, quels sont les 3 livres dont vous avez choisi de nous parler ? J'ai choisi de parler de 3 livres qui m'ont accompagné dans l'écriture de ce second roman qui s'appelle Jackie. Une pièce de théâtre de Jean-Luc Lagarce qui s'appelle « J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne ». Alors je dis souvent ça en parlant de Lagarce, mais en fait je dis que j'y comprends rien, et c'est vrai que je comprends pas exactement. C'est toujours des histoires de familles qui se retrouvent avec énormément de non-dits. Quelque chose qui est très paradoxal dans le théâtre, c'est que les personnages, on dirait presque qu'ils ont des problèmes d'élocution, tellement ils reprennent en permanence leurs phrases pour essayer de préciser leurs pensées, comme s'ils débordaient d'une émotion qui arrivait jamais. Et j'avais découvert l'adaptation au cinéma de Dolan de Juste la fin du monde, et on m'a conseillé d'aller voir celui-ci. Depuis, j'en ai lu plusieurs. J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne. C'est 4 femmes, une mère et 3 filles qui attendent le retour d'un fils pendant des mois, ou on ne sait pas, des années, en tout cas très longtemps. Et un jour, il arrive et il va s'effondrer sur son lit. Et c'est l'occasion pour chacune d'entre elles de dire ce qu'elles ont sur le cœur. Et on voit que c'est souvent le cas chez Lagarce, c'est des vies gâchées en fait. C'est des gens qui ont sacrifié leur vie à autre chose, et il est un peu trop tard pour en parler, etc. Il y a une dramaturgie qui m'intéresse parce que le travail de mon écriture, il se situe toujours dans cette région périphérique, dans cet arrière-pays niçois, etc. Et c'est des vies qui sont... Je trouve qu'il y a une énorme dramaturgie. D'abord parce que scientifiquement, on sait que la périphérie, la ruralité, elle souffre d'une espérance de vie qui est moindre, d'un plus grand taux de suicide, d'accidents, de morts violentes, de tout un tas de choses. Mais ce qui m'intéresse d'explorer dans mon travail d'écriture, d'explorer la dimension presque sacrificielle de ce territoire, en quoi il est déclassé, en quoi il produit des vies déclassées, etc. Quand je suis arrivé à la fac pour faire de la géographie, on m'a interdit de lier le devenir d'un territoire à sa condition physique. On me disait, il ne faut pas faire ça, ça s'appelle du déterminisme. En géographie, c'est dépassé, on ne fait plus
lu ça et finalement je me rends compte que j'ai désobéi parce que mes livres, c'est que ça, c'est en quoi un territoire, il va influer sur les vies qui circulent à sa surface. J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne de Jean-Luc Lagarce. C'est paru en 2010 dans Le Théâtre complet, tome 4 de Jean-Luc Lagarce aux éditions Les Solitaires Intempestifs. Quel est le deuxième livre dont vous avez choisi de nous parler ? Celui-là, il est vraiment lié à l'écriture de mon second roman, Jackie. C'était l'été précédent, le moment où j'allais me remettre au travail. J'avais passé 1 an et demi sur les routes à défendre le roman précédent et je commençais à accumuler beaucoup d'idées pour un second roman. Mais j'avais jamais le temps de me mettre à une table, en l'occurrence aller à la bibliothèque pour écrire. Et il y a eu cette pochette de la version poche chez le libraire de mon quartier avec une forêt qui subit un incendie et ce titre... Une saison ardente, et c'est l'histoire d'un enfant qui assiste à la destruction du couple formé par ses parents. Et on reste là, quelque chose qui m'a intéressé, c'est que justement le narrateur reste à hauteur d'adolescent et il voit, comme je l'ai dit, le couple de ses parents se déchirer, mais surtout l'image de son père s'abîmer, le personnage de son père s'avilir en fait. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il nous dit jamais que son père s'avilit, il nous dit jamais que son père se ridiculise, mais en fait, juste en décrivant ce qu'il fait, on est gêné pour lui en fait. Et ça m'intéressait beaucoup. Ça m'a encouragé à faire ce travail-là, parce que avant d'écrire Jackie, je voulais, comme je vous l'ai dit, écrire un réquisitoire sur le père. Je voulais expliquer mon père, je voulais juger mon père, etc. Mais en fait, c'est terrible, mais avec les gens qui échouent, en fait, vous avez juste à raconter leur vie et c'est au lecteur de faire ce travail, de juger si c'est avilissant, pas avilissant, gênant, pas gênant, etc. Et une de mes grosses angoisses, c'est d'en dire trop au lecteur, parce qu'un lecteur, c'est comme un auditeur, il faut lui laisser une part du travail. Si vous faites tout le travail, il s'ennuie et il ferme le livre. Donc voilà, je voulais raconter la chute de mon père et vraiment ce texte de Richard Ford, il m'a montré une partie du chemin. Une saison ardente de Richard Ford, c'est paru en 1990 aux États-Unis. Ça a été traduit en 1991 par Marie-Odile Fortier-Mazec aux éditions de l'Olivier. Le 3e livre, Anthony Passeron. Le 3e livre, c'est vraiment sa pochette et son titre qui m'ont interpellé en librairie. Ça s'appelle 2 ou 3 choses dont je suis sûre par Dorothy Allison chez Cambourakis. Et la couverture, on a une femme à moitié nue qui se tient derrière une autre, etc. On devine qu'on va parler d'homosexualité. Mais en fait, quand j'ai lu ce texte, j'ai découvert que c'était pas tant un texte sur l'homosexualité qu'un texte sur la classe sociale. Si je devais expliquer Dorothy Allison à mes élèves, je ne sais pas si c'est judicieux ou pas, mais je leur dirais que c'est une Virginie Despentes avant l'heure, que c'est une femme des classes populaires américaines, déclassée du centre des États-Unis, qui est certes lesbienne, mais qui a beaucoup d'autres choses à régler avec la société. Et elle le dit elle-même que quand elle va à l'université, finalement, elle croit qu'elle va pouvoir être enfin acceptée comme lesbienne, mais en fait, elle se rend compte que si elle est acceptée comme lesbienne, elle est surtout rejetée en tant que redneck, en tant que prolétaire, en fait. Et ça me rappelle beaucoup la réflexion que fait Ribon dans Retour à Reims, quand il explique que quand il quitte Reims, il quitte son mensonge, un mensonge pour un autre, c'est-à-dire qu'il quitte le secret de son homosexualité, mais il va découvrir en arrivant à Paris qu'il va devoir faire le même silence sur ses origines sociales. Et ce que j'aime bien avec Dorothy Allison, c'est qu'on sent qu'elle est en colère quand elle écrit, et j'aspire à ça. Je ne sais pas si dans 2 ou 3 livres je serais capable de ça, mais de m'autoriser à exprimer une colère par l'écriture. Je crois pouvoir dire qu'il y a 2-3 lignes dans Jackie où je m'y autorise, mais sur 200 pages, c'est pas énorme. Et c'est vraiment Elle est morte il y a 1 an ou 1 an et demi ou 2, je crois. Dans une relative indifférence en France, alors que je pense c'est vraiment un monument de la littérature. Encore une fois, certains diraient queer, mais pour moi, c'est vraiment un monument de la littérature de classe. Voilà, ça fait partie des livres que j'offre souvent à des amis, à ma filleule. Moi, j'ai rien à voir avec Dorothy Allison, si ce n'est que je viens de la campagne, en fait. Et ça me suffit pour m'imaginer un cousinage en fait. 2 ou 3 choses dont je suis sûre de Dorothy Allison, c'est paru en 2021 aux États-Unis, traduit par Noémie Grunenwald en 2024 dans la collection Sorcières des éditions Cambourakis. Et ce livre vous offre d'ailleurs l'exergue de votre roman Jackie. Merci Anthony Passeron. Merci infiniment à vous et à toutes vos équipes et à bientôt. À bientôt. C'était Par Effraction, le podcast littéraire produit par la Bibliothèque publique d'information, réalisé par Lorraine Malka. Musique originale, David Federman. Merci à Anthony Passeron pour sa participation. Vous pouvez découvrir ses livres Les enfants endormis et Jackie en bibliothèque et en librairie.
Pour écouter nos précédents épisodes consacrés à Chloé Corman, Alice Zéniter, Blandine Rinkel, Juliette Drouard, Mathieu Palin, Raphaël Meltz et Rim Batal, rendez-vous sur le site de la BPI, de son magazine Balise et sur toutes les plateformes de podcast. Si vous aimez nos épisodes, merci de le faire savoir en vous abonnant et en ajoutant des cœurs et des étoiles. À bientôt!